Et bienvenue à ce webinaire. Bonjour Jocelyne. Alors, pour Bonjour ceux qui Jacqueline. ne me connaissent pas, je suis Jacqueline, chargée d'accueil à la Maison Rose Paris. Donc, nous sommes réunis pour un webinaire qui sera sur le thème de l'hormonothérapie et la ménopause. Que peut faire le kiné pour vous aider? Alors, comme vous le savez, peut-être pas, ce webinaire vous est offert par RoseUp. Alors, RoseUp, qu'est-ce que c'est? La Maison Rose, qu'est-ce que c'est? Avant de commencer un peu le webinaire, je vais vous présenter un petit peu notre association. Alors, RoseUp, c'est une association qui vient en aide aux femmes qui sont atteintes de cancer. Nous défendons leurs droits et nous les accompagnons également. RoseUp, c'est aussi la Maison Rose. C'est vrai que la Maison Rose est située à Paris et à Bordeaux. Alors, c'est un lieu chaleureux où les femmes se retrouvent pour discuter, pour échanger et pour participer aux ateliers. RoseUp, c'est aussi une association. Donc, c'est une association et c'est un magazine et un site Internet. Alors, c'est un magazine qui est distribué dans les hôpitaux, dans les services de cancérologie. Et c'est un magazine qui apparaît tous les 2 ans, donc il va bientôt sortir peut-être à la fin du mois d'avril. Et il aborde tout type de sujets. C'est aussi un site Internet où vous pouvez retrouver les articles du magazine. Et puis, c'est mis à jour régulièrement. Donc, comme vous savez, comme nous sommes une association, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez donc adhérer à la Maison Rose ou adhérer à RoseUp et recevoir le magazine directement chez vous, ou bien faire un don. Maintenant, je vais laisser la parole donc à Jocelyne. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur Q et R et on y répondra pendant le webinaire. Voilà, Jocelyne. Voilà. Alors, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, j'imagine, vous préoccupe beaucoup, qui est en fait la prise en charge de l'hormonothérapie. Alors, j'ai marqué hormonothérapie et ménopause pris en charge par le kiné, c'est-à-dire qu'est-ce que le kiné peut faire pour vous. J'ai mis hormonothérapie et ménopause parce que les traitements d'hormonothérapie vont entraîner des symptômes qui sont les symptômes de la ménopause. Et ce que je vois, moi, dans le comportement de mes patientes, c'est que toutes les idées reçues sur la ménopause existent aussi dans le domaine de l'hormonothérapie. Et en fait, l'idée, c'est que votre kinésithérapeute va pouvoir vous aider à mieux gérer justement ces idées reçues et puis tout ce qui se passe avec ces traitements d'hormonothérapie, donc qui sont un peu équivalents de ce qui se passe à la ménopause. Alors, j'ai 3 parties à mon exposé. Alors, vous verrez, la présentation, je pourrais vous la faire passer, elle est très courte. Et puis, je laisserai une place à la fin de mon exposé aux questions, parce que je pense que vous en avez beaucoup. Et c'est toujours par vos exemples et vos questions que l'on peut aller plus loin dans la compréhension de ce que je développe à chacun des webinaires. Donc, le kiné va servir à quoi? Il va vous aider d'abord à vous informer et, comme je viens de vous le dire, à combattre les idées reçues, en particulier par rapport au poids, à la prise de poids et par rapport aux douleurs. Parce que moi, je vois, alors vous savez que tout ce que je vous explique, c'est toujours par rapport à ce que j'entends moi de mes patientes au cabinet et j'essaye de mieux comprendre tous ces phénomènes pour mieux vous les expliquer. Donc, première chose, c'est combattre les idées reçues. Ensuite, la deuxième chose, c'est vous mettre en condition. Alors bien sûr, j'ai marqué en bonne condition parce que notre rôle de kiné, on va le voir après, hein, c'est de limiter tout ce qui vous gêne. Parce que forcément, si vous avez des choses qui vous gênent dans votre corps et que par là-dessus, vous recevez de l'hormonothérapie qui vous place en condition de ménopause, eh bien c'est sûr que vous aurez des troubles. Mais nous, on va justement essayer... Alors, il y a Michel qui nous demande autre chose. Un webinaire sur le drainage lymphatique et automassage. Non, c'est pas moi ça. Voilà, mais on verra les questions après. On les note, Jacqueline, et puis on verra après pour y répondre. Oui. Ensuite, le troisième point, c'est vous prescrire l'activité physique. Toujours pareil, la question, c'est laquelle, à quelle dose, parce que en fait, comme à chaque fois, dans tous les webinaires que je peux vous proposer avec RoseUp, à chaque fois, la conclusion, c'est de dire que l'activité physique va vous aider. Alors, on va reprendre ces 3 points. Alors, le premier point, c'est vous aider à combattre les idées reçues parce que il y en a beaucoup dans le domaine du cancer du sein, mais aussi beaucoup d'idées reçues dans le domaine de la beauté, de la forme. On pourrait dire que c'est vraiment
un domaine où les idées reçues vont pulluler et malheureusement, ça va faire plein de parasites pour comprendre ce qui se passe vraiment. Alors, la première chose que je voulais vous pointer pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est la notion du poids. Parce que, bien sûr, toutes les patientes, enfin à chaque fois, moi, les patientes me disent l'hormonothérapie va me faire prendre du poids ou bien j'ai pris du poids à cause de l'hormonothérapie. Et d'ailleurs, je voulais signaler que la même idée reçue est accrochée à la ménopause. La ménopause fait prendre du poids. Alors, j'ai envie de vous dire, non, déjà ça c'est faux. Il n'y a pas de raccourci aussi rapide. L'hormonothérapie fait prendre du poids ou la ménopause fait prendre du poids. Il faut passer par d'autres explications pour faire ce lien entre hormonothérapie et prise de poids ou ménopause et prise de poids. Ça, c'est extrêmement important. Alors, qu'est-ce qui fait prendre du poids lorsqu'il y a de l'hormonothérapie? Eh bien, on va le voir après. Je vous montre la diapo d'après. C'est limiter tout ce qui vous gêne et puis l'activité physique. Donc, je vous rappelle qu'on va voir ces 3 points-là. Alors, qu'est-ce qui vous fait prendre du poids à cause de l'hormonothérapie? Donc, vous allez comprendre après qu'il y a plusieurs étapes. C'est la perte de muscle. Donc, ce n'est pas le médicament que vous prenez qui vous fait prendre du poids. C'est parce que vous avez perdu du muscle, et on va voir à quel moment, parce que votre métabolisme a diminué, et c'est ça qui vous fait prendre du poids. Et c'est exactement la même chose à la ménopause. Les femmes disent, à la ménopause, j'ai pris du poids, raccourci, c'est la ménopause qui m'a fait prendre du poids. Non, 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 absolument pas. C'est parce qu'on a perdu du muscle chaque année un petit peu, et parce qu'on a vieilli, qu'on arrive à la ménopause avec une prise de poids. Qui dit perte de prise de poids, en général donc dit perte de muscle et donc aussi perte de métabolisme. Alors c'est quoi le métabolisme? Alors vous avez vu ce que j'ai choisi comme photo dans cette diapositive. J'ai mis une 2 chevaux. Alors on n'en voit plus beaucoup des 2 chevaux, mais vous imaginez ce que c'est. C'est une voiture, c'est une ancienne voiture qui ne consomme pas beaucoup parce qu'il n'y a que 2 chevaux fiscaux, 2 chevaux, donc le moteur n'est pas très puissant. Et puis je vous ai mis une Ferrari à côté. Eh bien, mesdames, je suis désolée de vous dire que vous soyez en hormonothérapie ou que vous ayez une ménopause qui a été provoquée, par exemple, par la chimio, ça peut se faire, même sans être après en hormonothérapie, eh bien, et puis nous, les femmes, quand on est en ménopause, quand on vieillit, on est comme une 2 chevaux. C'est-à-dire que notre métabolisme, il est dans les chaussettes. Et comme notre métabolisme de femme, il est déjà un petit peu bas, eh bien, la situation s'aggrave quand on vieillit. Alors, pour vous donner un chiffre qui est vraiment significatif, surtout par rapport aux hommes qui, eux, ont une masse musculaire importante, quand on a 40 ans et qu'on est une femme, on a le métabolisme d'un homme de 60. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre métabolisme de fait, il est très bas. Et que l'homme, comme il a toujours une musculature un peu développée, même en vieillissant, il va toujours avoir un métabolisme plus élevé que le nôtre. Et qu'est-ce que c'est le métabolisme? C'est l'énergie que je brûle au quotidien pour vivre, pour bouger, pour fonctionner. Alors, ce n'est même pas encore pour faire de l'activité physique, c'est juste qu'est-ce que je brûle pour que mon corps soit vivant. Et tout ça, c'est beaucoup en rapport avec la masse musculaire. Alors, c'est beaucoup en rapport avec la digestion, par exemple, fait brûler de l'énergie. La respiration fait brûler de l'énergie. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui font brûler de l'énergie. Mais ce qui en fait brûler le plus, c'est le fait d'avoir une masse musculaire. Et nous, les femmes, on nous a mis une masse musculaire qui n'est pas très volumineuse, qui n'est pas forcément de très, très bonne qualité, parce que, et surtout pas de très bonne quantité, parce qu'on veut justement que nous, les femmes, nous ne brûlions pas trop. Et vous savez pourquoi? Parce que génétiquement, on est programmé pour faire des enfants. Et si on veut mener à bien une grossesse et l'allaitement et qu'il y ait une famine, eh bien, il faut qu'on garde de la graisse
pour avoir de l'énergie au moment de cette grossesse et puis de l'allaitement. Alors, on nous a mis une masse musculaire et donc un métabolisme très bas. C'est ce qui fait cette différence entre le métabolisme d'un homme et le métabolisme d'une femme. Et ça, on le voit bien quand dans un couple, les deux personnes du couple se mettent au régime. Eh bien, l'homme, il va perdre tout de suite, il va brûler tout de suite. Et nous, les femmes, on va être à la traîne parce qu'on va mettre beaucoup de temps à brûler la graisse stockée. Ça, c'est vraiment la notion de métabolisme. Et en fait, quand on vieillit, et regardez ce qui est écrit dans l'encadré ici, c'est qu'au-delà de l'âge de 30 ans, tous les 10 ans, on perd jusqu'à 8% de la masse musculaire. Donc, vous voyez, tous les 10 ans, ça veut dire à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Et plus on avance en âge, plus on perd du muscle et plus on perd du métabolisme. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si on continue à manger la même chose qu'avant, eh ben, automatiquement, si on consomme comme une 2 chevaux, on va stocker. C'est comme si on stockait le carburant qu'on ne dépense pas. Et si on consomme comme une Ferrari, ben, c'est sûr qu'on va brûler. Et malheureusement, en vieillissant, on a souvent des tendances à manger moins bien parce que pour tout un tas de raisons, et par exemple de manger plus de sucre. Et du coup, si on mange plus mais qu'on brûle moins, eh ben on stocke. Et ce qui nous fait dire qu'on stocke à la ménopause, à cause de la ménopause, parce que vous voyez, le raccourci, il est vite fait, c'est parce que si on stocke, on ne va pas stocker au même endroit. C'est-à-dire que quand on est jeune, on va plutôt stocker autour des hanches, au niveau des fesses, des cuisses, un peu autour du bassin, parce que c'est là où la graisse va être le plus facilement enfermée, toujours pour cette idée de grossesse d'allaitement. Alors que quand on est plus âgé et qu'on a perdu justement cette capacité à faire des enfants, parce que les ovaires sont mis au repos du fait de la ménopause, eh bien on va stocker dans le haut du corps, c'est-à-dire l'estomac, les bras, le dos, les seins, la bosse de bison, le double menton. Et tout ça, ça va nous faire dire, bah, c'est bien la ménopause qui m'a fait stocker, puisque regardez, j'ai pris du ventre à la ménopause. Mais non, c'est toujours la même chose. C'est parce qu'on a vieilli, qu'on a perdu du métabolisme, qu'on n'a pas changé notre alimentation ou qu'on a laissé nos muscles disparaître et on stocke, mais on stocke dans un lieu différent. Et du coup, on associe plus facilement cette prise de graisse à la ménopause. Mais en fait, il faut toujours l'associer à la perte du métabolisme. Et du coup, on comprend mieux d'abord que ça n'est pas une fatalité du coup de prendre du poids ni avec le tamoxifène ni avec les inhibiteurs d'aromatase, mais c'est bien parce que malheureusement ces médicaments favorisent le vieillissement. Et surtout, si vous avez déjà eu de la chimio avant de passer par l'hormonothérapie, et pour toutes les femmes qui ont de la chimio, quel est un des principaux effets secondaires de la chimio? C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Et la sarcopénie, c'est la perte du muscle. Et donc, on est devant un constat qui est terrible, c'est que la chimio vous fait perdre des muscles, vous fait vieillir prématurément au niveau musculaire, arrive par là-dessus l'hormonothérapie qui continue son phénomène de vieillissement, un peu comme la ménopause, et du coup, vous perdez encore du muscle. Et vous savez, c'est pour ça que l'on vous dit, et vous l'avez sûrement entendu, que en fait, dès le diagnostic, c'est-à-dire dès la chimiothérapie, il faudrait continuer l'activité physique. Il ne faudrait jamais l'arrêter. Sauf que, vous savez bien évidemment que toutes les conditions sont réunies contre cette pratique d'activité physique parce que vous êtes fatigué, vous avez perdu vos muscles, vous êtes raide et donc forcément il va y avoir plein de freins à l'activité physique. Et vous allez vous retrouver comme une 2 chevaux alors que vous étiez peut-être avant une Ferrari. Et nous, le kiné, parce que quand même il faut que je vous parle de ce que nous, le kiné, on doit faire, on doit vous dire, vous êtes potentiellement encore une Ferrari, mais une Ferrari, ça s'entretient. Et donc, il faut faire fonctionner le moteur et gagner encore plus de puissance dans votre moteur. Et donc, ça, c'est le kiné déjà qui vous explique ça. Eh bien, il vous met dans une condition pour le faire, dans votre tête, dans votre esprit, parce qu'il veut vous faire oublier la notion de fatalité. Parce que quand on pense que c'est
obligatoire, je vais grossir à la ménopause, je vais prendre du poids avec l'hormonothérapie, eh bien, automatiquement, on baisse les bras parce qu'on se dit, de toute façon, c'est une fatalité, je ne peux rien contre. Si on peut contre, on peut prendre du muscle. La deuxième chose qui est importante à comprendre, c'est par rapport aux douleurs. Moi, je vois souvent mes patientes qui viennent en disant « j'ai mal partout, c'est la faute de l'hormonothérapie ». Alors oui, l'hormonothérapie va aussi irriter en quelque sorte vos tissus et vous allez avoir mal, vous allez avoir des raideurs articulaires, des douleurs musculaires, tendineuses, etc. Mais il y a des douleurs qui peuvent être surajoutées. Et ce que je veux dire, moi, ce que j'explique à mes patientes, c'est qu'il ne faut pas mettre tout dans le même panier. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez mal partout que tout est dû à l'hormonothérapie. Donc, nous, kinés, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi faire un bilan diagnostic kiné précis pour savoir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui vous apporte ces douleurs. Une mauvaise posture, une mauvaise position assise. Regardez, par exemple, en ce moment, avec le télétravail, avec tout ce qui est fermé, qui nous empêche de sortir comme on le voudrait, on est beaucoup plus en position assise. Comme on est beaucoup plus en position assise, tiens, on se démuscle. Et puis, on tient mal nos différentes articulations, nos épaules, notre colonne. Et on peut avoir mal partout à cause de ça. On peut aussi avoir des douleurs qui existent avant l'épisode du cancer et qui vont se poursuivre, une capsulite, un problème d'épaule. On peut avoir les hanches raides parce qu'on ne les bouge plus, mais ça, c'était déjà avant. Et tout ça va venir accentuer cette irritation qu'apporte l'hormonothérapie. Donc, il faut bien faire la part des choses. Oui, c'est vrai que l'hormonothérapie va entraîner des raideurs articulaires, des irritations du tissu, donc de l'inflammation. Mais il y a tout un tas de choses qui, par-dessus, va accentuer ces douleurs. Et le kiné, déjà, il va vous aider à faire le tri dans tout ça, autant au niveau du poids qu'au niveau des douleurs. Ça, déjà, c'est vous informer, vous expliquer, comme je le fais aujourd'hui. La deuxième notion, c'est vous mettre en bonne condition. Donc, là, il va limiter tout ce qui vous gêne. Alors, encore une fois, avec à la fois des explications et avec des exercices. Ça, c'est important. Et des exercices que l'on va faire au cabinet du kiné, avec le kiné. Et en règle générale, ça, c'est une chose que je vous dis souvent, mais c'est très, très important. Il faut absolument que votre kiné vous donne des exercices à faire à la maison parce que, ça, je le répète à chaque webinaire, hein, donc vous devez m'avoir entendu déjà, mais je le répète, tout ce que vous avez subi dans le parcours, la chirurgie, la chimio, la radiothérapie, et donc l'hormono, tous ces éléments vont agir au niveau de vos structures musculaires, articulaires, vos structures posturales. Et tout ça, malheureusement, va entraîner des déficits, des douleurs, des problèmes. Et donc, le kiné doit entretenir tout cela, que ce soit au niveau de la zone opérée, que ce soit au niveau du creux de l'aisselle ou au niveau de la paroi thoracique, au niveau du sein, au niveau après des reconstructions, le ventre, le dos, pour ne citer que quelques reconstructions. Mais le kiné, il va s'occuper de tout ça parce qu'il faut que toutes ces zones de votre corps soient impeccables. Parce que si le kiné laisse s'installer des douleurs, des déficits, des déséquilibres musculaires, et que par là-dessus, vous avez de l'hormonothérapie, ben, ça risque d'augmenter les douleurs. Donc déjà, le kiné, il fait son travail et il vous explique que ce travail, il faut le poursuivre chez vous parce que malheureusement, aujourd'hui, sur la Terre, et en plus avec le télétravail et le confinement, tout va dans le mauvais sens au niveau de votre corps. Parce qu'on est trop assis, parce qu'on ne s'entretient pas, parce que parfois on mange mal. Et ça va rajouter de l'inflammation. Alors, il y a Akima qui nous dit comment se motiver à faire les exercices à la maison, surtout seul dans une petite surface. Eh bien, il y a des tas d'applications aujourd'hui, il y a des tas de choses sur Internet qui vous donnent des idées. Il y a des tas de webinaires comme ça, les réécouter et puis vous faire vous-même vos routines à faire chaque jour. Donc, si vous regardez bien dans Internet, sur le site de Rose Up, dans mes webinaires, je vous montre souvent des petits exercices. Alors, comment on se motive? Eh bien, au début, on se force à le faire.
on se fixe un moment et on se dit, allez, je le fais. Et puis on se met une musique sympa, on se met une série à la télé, on se met quelque chose qui nous occupe l'esprit en même temps qu'on fait nos exercices. Et puis après, on ressent tellement de bienfaits à le faire que ça devient incontournable. Mais je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec Akima. Au départ, il faut se forcer à le faire. Mais tant que vous ne vous serez pas forcé à le faire et puis que vous ne l'aurez pas fait et que vous n'aurez pas ressenti les bienfaits, eh bien, vous ne le ferez pas. Donc, c'est vraiment du conditionnement à le faire, mais en le faisant, vous allez sentir le bien et puis vous allez vous le fixer sur votre agenda et ça sera un moment incontournable. Donc, trouvez le moment qui soit le plus simple pour vous, souvent avec quelque chose à la télé, quelque chose que vous écoutez en mettant vos oreillettes, quelque chose que vous aimez bien. Encore récemment, quelqu'un me disait, elle a un rameur chez elle et elle me dit, je me fais mon rameur, mais je me trouve à la télé une série. Et par exemple, si je fais 2 épisodes, ça me fait mon temps de rameur. Voilà. Comme ça, vous êtes occupé et plutôt que de rester assise dans votre canapé à vous faire du mal, en fait, eh bien, vous faites votre activité physique. Donc, faut vraiment vous trouver vous-même vos rituels. Et il y a pas mal de choses qui vous aident à le faire. Donc, le kiné, il va par exemple vous aider au niveau de vos muscles et vos tendons. Alors, par exemple, si vous avez des douleurs d'épaule, des tendinopathies, eh bien, il doit absolument les régler. Parce que s'il ne les règle pas et que vous arrivez avec l'hormonothérapie, forcément, vous allez avoir encore plus de douleurs. Donc, il faut absolument que vous parliez à votre kiné de vos douleurs. Il ne faut pas dire, là encore, ma douleur, c'est une fatalité. Donc, je vais rester avec. Non, tant que vous avez une douleur, il faut que le kiné travaille et que vous le fassiez à la maison pour régler ce problème de tendinopathie. Et pour les épaules, par exemple, il y a des exercices à faire avec, on l'a vu l'autre fois, avec la sangle élastique, avec le collant que vous avez noué pour faire votre sangle élastique, pour travailler vos épaules. Et ça, c'est à faire sans cesse. Jusqu'à ce qu'il mal. Oui. Alors, on a une question de Anne Nyang qui dit qu'elle a le pied douloureux, surtout le pied droit, depuis septembre, et qu'elle est enseignante et qu'elle piétine beaucoup et demande qu'est-ce qu'elle peut faire. Eh bien, là, comme ça, je ne peux pas répondre parce que, en fait, je ne sais pas ce qu'il a à son pied. Donc, il faut qu'elle aille voir un kiné et qu'elle dise, ou un médecin d'abord, pour avoir une prescription, et qu'elle dise, voilà, j'ai mal au pied. Et justement, si c'était l'hormonothérapie, elle aurait mal aux 2 pieds. Là, elle a mal à un pied. C'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ce pied, ou une déformation parce qu'elle est beaucoup debout, ou une raideur au niveau du pied. Et pour réussir à juguler cette douleur, eh bien, elle en parle à un médecin, elle va voir un kiné qui va lui faire un diagnostic, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce pied, et qui va gérer ce pied. Alors peut-être avec quelqu'un un podologue qui va proposer une semelle pour que ce pied il soit plus dans cette inflammation douloureuse et sur laquelle l'hormonothérapie va rajouter quelque chose. Mais ça, moi, comme ça, vu de loin, je ne peux pas dire ce qu'elle a. Mais il faut qu'elle se fasse soigner, qu'elle se fasse prendre en charge. En fait, il n'y a aucune douleur qui va disparaître comme ça en claquant des doigts, malheureusement. Mais il faut vraiment faire tout un circuit, le médecin qui prescrit, le kiné, et le kiné, il va dire, est-ce qu'il faut une semelle, il faut envoyer chez le podologue, et il y a des choses à faire. Et après, elle pourra remarcher, peut-être voir aussi ses chaussures, vous voyez, enfin plein de choses, et comment elle se tient debout. Pourquoi est-ce que c'est un pied, pas l'autre? Est-ce qu'il y a une position asymétrique sur un pied? Toujours le même. Voilà, des choses comme ça. Mais ça, c'est le travail du kiné. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'il y ait une vraie prise en charge. Parce que souvent, les femmes disent, bah oui, j'ai mal, c'est l'hormonothérapie, du coup, je ne fais rien. Eh bien non, on fait, on va voir quelqu'un qui s'y connaît, et si ça ne marche pas, on va voir quelqu'un d'autre. Alors, pensez toujours à ce qu'on appelle le syndrome inflammatoire. Le syndrome inflammatoire, c'est de l'inflammation qui s'installe, ce qu'on appelle à bas bruit, c'est-à-dire qu'il s'installe petit à petit et qui va donner des douleurs articulaires, des inflammations des tendons. Alors, vous voyez, j'en parle dans les muscles et tendons, j'en parle à nouveau ici dans les articulations. Qu'est-ce que c'est que le syndrome inflammatoire? C'est quelque chose qui, dans votre corps, crée de l'inflammation et qui va prédisposer votre corps à avoir des douleurs au niveau des tendons, au niveau des articulations. Alors, je vous donne des exemples de problèmes qui vont donner ces douleurs.
Par exemple, quand on a des pathologies au niveau des dents, eh bien, on sait qu'une pathologie au niveau des dents, au niveau des gencives, comme des caries, comme des infections latentes, peuvent donner des douleurs articulaires. Et tant qu'on n'a pas fait soigner ses dents sérieusement, on aura des douleurs articulaires et des tendinites. Et ça va se voir chez des personnes qui vous disent, alors, j'ai des tendinites, alors au coude, au poignet, pied aux hanches, et puis partout en fait. Et bien ça, c'est pas normal. Donc, bien sûr, l'hormonothérapie peut accentuer ça, mais déjà, aller montrer ses dents, sa mâchoire à un dentiste, assainir tout ça, et peut-être que déjà, on va diminuer le niveau de douleur. Et ça, le kiné, quand il va entendre quelqu'un qui dit j'ai une douleur d'un tendon à un endroit, là on fait de la kinésithérapie, une personne qui dit alors j'ai ça, puis j'ai aussi cette tendinite, puis encore cette tendinite un peu partout, et là nous on se dit ah, il faut que vous alliez voir vos dents, il faut que vous alliez montrer vos dents à un dentiste. L'alimentation. Alors, je vous ai mis ici en illustration un bouquin sur l'alimentation anti-inflammatoire du docteur Catherine Lacronière. C'est un bouquin très sérieux sur cette alimentation qui va nous produire de l'inflammation. Et je vous ai mis un poster fait par un ostéopathe qui montre les aliments anti-inflammatoires. Et il y a des gens qui ont, à cause de l'alimentation, tout le temps des douleurs. Et par exemple, on parle souvent du gluten. Il y a des personnes qui, à force de manger du blé, alors ce n'est pas qu'elles sont intolérantes, parce que ce n'est pas la véritable intolérance au gluten, mais elles irritent, parce qu'elles mangent du pain blanc, parce qu'elles mangent de la viande. Et il y a sans arrêt de l'irritation des différents tissus du corps. Alors, quand on a ça, bien sûr, vient se rajouter l'hormonothérapie, eh bien, il y a plein de raisons d'avoir mal. Et donc, si on a mal, hein, pensez toujours, si vous avez mal partout, vous n'allez pas faire de l'activité physique. Et donc, vous allez, tout ça, ça va vraiment favoriser la prise de graisse. Regardez, l'inflammation, le tissu graisseux, qui est vraiment le tissu qui génère de l'inflammation, stocke 530 fois plus de polluants que le sang. C'est-à-dire qu'en fait, que quand on absorbe des polluants dans l'alimentation, parce qu'on a une alimentation qui n'est pas forcément de bonne qualité, parce qu'on a un environnement où on n'a pas trop fait attention à tous les polluants, eh bien, on va stocker dans notre tissu graisseux ces polluants. Et ces polluants, ils vont créer de l'inflammation. Donc, vous voyez, ce lien avec l'inflammation et puis la graisse, il est fait dans beaucoup de circonstances. Et c'est tout ça qui va entraîner des difficultés au niveau de cette période d'hormonothérapie, au niveau de cette période de l'hormonothérapie ou de la ménopause. Et c'est tout ça qui, année après année, va venir polluer notre corps et déclencher ces douleurs. Donc, oui, l'hormonothérapie peut apporter des douleurs, mais bien évidemment, il faut aussi que notre organisme soit plus sain, et à ce moment-là, on aura moins de douleurs globalement. Et le kiné, il va pointer tout ça, parce que lui, il va vous aider à faire la différence entre une douleur qu'il peut régler parce que localement, il y a une mauvaise posture, un mauvais usage de votre bras, etc., un déséquilibre musculaire, mais globalement, il y a quelque chose qui rajoute de l'inflammation. Et ça, c'est vraiment le kiné qui va vous aider à faire le tri entre tout ça. Donc, les articulations, alors c'est pareil. Donc, est-ce que vous avez des raideurs articulaires qui entraînent des douleurs? Par exemple, les hanches sont souvent raides chez une femme qui utilise moins ses hanches dans la vie quotidienne parce que vous vous mettez plus forcément au sol avec le dos bien redressé, parce qu'il y a un manque d'amplitude de la hanche. Et bien, tout ça, ça va faire que votre hanche, elle va être plus susceptible de vous faire mal quand arrive l'hormonothérapie. Donc, le kiné va vous aider avec des exercices au niveau des hanches, au niveau des orteils. Est-ce que vous avez les orteils souples? Regardez, il y a plein de raisons d'avoir les orteils raides. Une femme avec son mode de chaussage, souvent, a des pieds qui s'abîment et qui se déforment. Arrive là-dessus la chimiothérapie avec des neuropathies. Et du coup, vous avez les orteils raides qui vous font mal parce qu'ils sont engourdis, parce que vous ne les utilisez pas à fond, parce que déjà, ils sont déformés. Après, vous avez l'hormonothérapie. Et vous dites, mes orteils me font mal, comme tout à l'heure, cette personne qui posait la question, parce qu'en plus, elle est enseignante et qu'elle piétine. Et là, vous avez toutes les raisons d'avoir mal. Eh bien, on commence par traiter tout ça, assouplir les orteils, faire des routines d'assouplissement des orteils. On l'a déjà vu ça dans les webinaires précédents. Et du coup, quand l'hormonothérapie arrive, on n'a pas
quelque chose qui se rajoute sur un terrain déjà inflammé, douloureux, raide. Vous voyez? Donc tout ça, c'est extrêmement important à gérer et le kiné va vous aider, encore une fois, à faire tout ça et il va vous donner des routines d'étirement. Il y a des routines pour les hanches, il y a des routines pour les épaules, pour les orteils, pour les doigts. Regardez pour les doigts, par exemple. On parlait d'idées reçues. Il y a beaucoup de personnes qui achètent des trucs pour malaxer. Quand on a les doigts raides, malaxer, oui, mais nos doigts dans la journée, ils sont plutôt tendus, ouverts, étirés, ou ils sont plutôt refermés sur les objets? Ils sont refermés sur la souris, ils sont refermés sur des objets. Alors pourquoi aller les refermer encore avec des trucs à malaxer? C'est un peu ridicule. Alors mettons-nous contre un mur avec les doigts ouverts, étirons nos doigts, étirons nos bras. Ça nous fait plus de bien et ça va permettre d'assouplir les doigts plutôt que de les raidir encore plus et de les recroqueviller encore plus. Vous voyez, donc pensez à faire des choses qui vont à l'encontre de ce que vous avez déjà dans la vie quotidienne. Il y a des postures en assouplissement qui sont toutes recroquevillées. Oui, c'est bien, ça détend de se recroqueviller. Mais déjà dans la journée, on est recroquevillé face à notre ordinateur. Étirons-nous, ouvrons toutes les articulations. Ça sera beaucoup plus bénéfique. Alors, c'est pareil pour les neuropathies. Des fois, les femmes disent j'ai des neuropathies, j'ai des douleurs partout, et puis, encore une fois, c'est l'hormonothérapie. Pas forcément, parce que la chimio a pu irriter les nerfs, on connaît les neuropathies. Les fibroses, toutes les zones qui sont raides, que vous arrêtez d'étirer au bout d'un certain temps, vont créer un emprisonnement de certains nerfs. Donc, la mauvaise posture peut générer des douleurs au niveau des nerfs. Et tout ça, on fait l'amalgame et on dit que c'est l'hormonothérapie. Non, il faut que le kiné vérifie votre posture, les zones de fibrose. Est-ce que vous continuez à assouplir une cicatrice du creux de l'aisselle pour un curage axillaire? Est-ce que vous vous étirez régulièrement contre le mur? Je répète parce que je le dis souvent, comme tout le monde devrait s'étirer, parce que tout le monde devient raide en vieillissant face aux ordinateurs en position assise. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un entretien global, mais qui commence par une alimentation anti-inflammatoire, des mouvements en bonne position, des postures que l'on déplie parce que malheureusement, on se ratatine dans la journée, etc., etc. Et du coup, on va mettre notre corps dans une meilleure disposition pour ne pas avoir mal déjà à cause du vieillissement. Là-dessus, venant s'ajouter le vieillissement de la chimio et de l'hormonothérapie. Vous voyez, le kiné doit vous aider à faire tout ça. Il doit vous aider à vraiment aller vers la souplesse, vers la liberté, vers le muscle. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, Jocelyne, oui. Une question de Agathe David qui dit qu'elle n'a pas d'hormonothérapie, mais elle a subi une ablation des ovaires. Ouais. Est-ce que ça revient même du point de vue des effets secondaires? Alors, une ablation des ovaires va mettre la personne en ménopause. Et lors de la ménopause, parce qu'il y a la perte des oestrogènes, il va y avoir des problèmes, par exemple, cutanés, comme la sécheresse cutanée, la sécheresse des muqueuses. Il peut y avoir des douleurs articulaires parce que la ménopause a tendance à faire que le cartilage soit moins lubrifié lui aussi. Donc, du coup, ça va donner des raideurs. Et comme au fur et à mesure du temps qui passe, le métabolisme vieillit, eh bien, elle risque d'y avoir aussi une prise de poids. Et ça, donc, ce n'est pas tant l'ablation des ovaires ou les effets secondaires de la ménopause ou les effets secondaires de l'hormonothérapie, c'est aussi le temps qui passe. Une femme, par définition, en vieillissant, elle va perdre du métabolisme. Donc, j'ai envie de dire, quel que soit ce qui vous est arrivé, et là, on parle de ablation des ovaires, etc. Mais on aurait pu parler de chimiothérapie. Tout ça, ça fait perdre du métabolisme. Donc, on devrait dire, en fait, on devrait nous apprendre quand on est jeune que toute notre vie de femme, il faudrait garder du muscle pour augmenter notre métabolisme et éviter tous les effets secondaires du vieillissement sur nos muscles et notre métabolisme. Le vieillissement de la peau, là je vois la question d'Agathe, le vieillissement de la peau, là ça c'est en rapport avec la perte des oestrogènes. Parce que nos oestrogènes agissent sur les cellules de la peau qui sont les cellules qui fabriquent du collagène et l'élastine. Donc le collagène et l'élastine, c'est ce qui fait la jeunesse de la peau.
à la ménopause, oui, alors là, il y a une relation directe, vieillissement de la peau, à cause de la perte des oestrogènes. Ça, c'est une relation directe. La relation indirecte par rapport à la prise de poids passe par le muscle et le métabolisme. Vous voyez la différence? Alors, Marie-Thérèse nous dit quelle alimentation préconisez-vous contre l'inflammation? Alors, moi, je ne suis pas nutritionniste. C'est pour ça que je vous ai mis ici un bouquin d'une nutritionniste et un tableau d'aliments anti-inflammatoires. Donc, vous avez toutes ces alimentations vous savez, c'est le type méditerranéen, les bonnes huiles, les bons légumes, les bons fruits, le moins possible de produits animaux qui laissent des toxines comme la viande, des choses comme ça. Et là, je vous renvoie à ces documents que je vous ai mis ici en photo. Donc, pour finir donc, avec cette diapo, vous voyez, quand je vous explique que oui, il y a une relation entre la ménopause et les fibroblastes, ça, c'est le kiné aussi qui va vous l'expliquer. Donc là, oui, vous pouvez faire des choses pour, par exemple, éviter d'oxyder votre peau. Le soleil oxyde, la fumée de cigarette oxyde, et puis vous avez des produits, par exemple, boire de l'eau. C'est tout bête, mais boire de l'eau régulièrement va faire que votre peau va être beaucoup plus hydratée. Voyez, donc, tout ça, le kiné va vous expliquer. Moi, j'explique souvent à mes patientes, je parle souvent de sécheresse vaginale à mes patientes, parce que la sécheresse vaginale, c'est vraiment un des effets typiques de la ménopause ou de l'hormonothérapie, mais de la chimio aussi. Et le kiné, il peut vous donner des conseils, parce que mettre de l'huile au niveau de l'entrée de son vagin, c'est une sorte de massage. Donc, le kiné aussi peut vous expliquer ça. Il peut vous expliquer aussi le choix des positions pendant les rapports, parce qu'il y a des positions qui vont être douloureuses pour les femmes, alors que d'autres seront moins douloureuses, parce que c'est vraiment l'entrée, la partie basse, la partie arrière du vagin qui est souvent irritée. Et moi, j'explique souvent à mes patientes que dans les rapports, si l'homme est sur sa compagne, dans le rapport sexuel, la partie basse du vagin va être irritée. Alors que si l'homme se trouve derrière la femme ou que la femme se trouve sur son compagnon pendant les rapports, eh bien, mécaniquement parlant, c'est de la biomécanique, il y a moins d'irritation de la partie basse du vagin. Et tout ça, c'est presque aussi de la kinésithérapie, mais qu'on va expliquer, bien évidemment. Alors encore plus quand les kinésithérapeutes sont sexologues ou s'occupent de périnéologie. Il y a des formations pour ça, il y a des kinésithérapeutes qui sont encore plus spécialisés. Mais le kiné, vous voyez, dès qu'on parle de mouvement et de consignes et de conseils pour que le mouvement se passe mieux, avec des produits qu'on peut appliquer avec des massages, c'est de la compétence du kinésithérapeute. Et du coup, ça rassure les femmes. Et après, on conseille des bouquins, des articles sur ces problèmes de sécheresse vaginale, parce que ce n'est pas directement notre métier, c'est plus le travail du gynécologue. Mais nous, on peut expliquer un petit peu plus les choses. Alors, Lyra Marie me demande si j'ai davantage d'exercices pour soulager les douleurs articulaires au niveau des mains. Tous les exercices qui vont étirer vos mains dans les positions d'étirement des bras et aussi dans les positions quatre pattes, en appui sur les mains, le faire progressivement pour retrouver cette souplesse et les étirements de nos doigts, parce que malheureusement, nos doigts, ils sont très souvent recroquevillés. Donc, prenez l'habitude de mettre vos mains à plat contre un mur, de mettre vos mains en position quatre pattes, avec le moins possible de poids du corps au début pour pas que ça soit douloureux, mais le faire tous les jours. Par exemple, vous vous mettez à quatre pattes sur votre lit, comme ça, avec le matelas, ça tire moins sur les doigts. Et puis après, vous vous mettrez à quatre pattes par terre avec les mains qui sont étirées sur un sol dur. Et en attendant, vous l'aurez fait contre un mur, tous les jours un petit peu, le soir par exemple, pour vous défatiguer les doigts, parce que contre le mur, il n'y a pas tout le poids du corps. Alors, Sabine dit, peut-on prendre des produits de substitution en complément au niveau des protéines? Non, évitez les produits de substitution. Mangez plutôt des bonnes protéines comme les protéines de poisson, toutes les protéines, des protéines végétales, et puis aussi manger des bonnes huiles, du bon gras. Vous savez qu'on dit beaucoup qu'il y a du bon gras et du mauvais gras. Toutes les huiles, les produits comme les amandes, les noix, si vous supportez au niveau de la bouche, attention pendant la chimiothérapie, mais les noix de pécan, les noix de cajou sont des bonnes graisses, ce sont des graisses végétales qui sont très bonnes. Alors, là maintenant, donc, on va parler d'activité physique, mais ce que je vais vous dire là,
c'est ce que je vous dis à chaque fois. À chaque fois qu'on fait un webinaire, on parle d'activité physique et là aussi, pour lutter contre les effets de l'hormonothérapie et donc, vous avez compris, contre les effets du temps qui passe sur notre métabolisme, on va vraiment orienter vers l'activité physique. Mais rappelez-vous le webinaire qu'on a fait il y a quelques temps, donc ça, vous les retrouvez sur le site de Roseup. L'activité physique, ce n'est pas que le sport. Donc, pensez à l'activité physique à la maison, toutes les activités domestiques, les activités avec les enfants, les activités de loisirs, le jardinage, marcher, monter des escaliers, c'est de l'activité physique. Donc, quand je dis activité physique, c'est toutes sortes d'activités physiques. N'oubliez pas et ne vous sentez pas obligé de vous inscrire dans un club de sport ou dans une chose que vous n'aimez pas faire. Alors, néanmoins, j'aurais envie de dire, bien sûr, l'activité physique de tous les jours peut vous aider, mais c'est vrai que plus vous allez en faire, donc plus vous allez vous ménager du temps avec de l'activité physique, mieux ce sera. Donc, rappelez-vous, une fois de plus, il faut que l'activité physique soit endurante. L'endurance, c'est quoi? C'est faire une activité physique qui va être prolongée dans le temps, c'est-à-dire l'idéal, c'est, vous savez, les fameuses 30 minutes de marche par jour, ça c'est quand même l'idéal à réaliser. Mais on dit marche rapide, rappelez-vous, ça aussi je le dis souvent, d'accord, c'est marche rapide, mais au début, quand vous êtes fatigué, vous ne pourrez pas faire une marche rapide. Donc, oubliez le mot rapide et calquez-vous sur votre façon de respirer. Quand vous marchez, vous devez être capable de parler, mais être incapable de chanter, quelle que soit la vitesse. Si vous parlez et vous chantez, c'est que vous ne marchez pas assez vite, accentuez un petit peu le rythme. Si vous pouvez ni parler ni chanter, vous allez vous épuiser et ça vous rendra pas service. Donc, essayez de ralentir un petit peu l'activité. Ça veut dire que pour l'instant, vous n'êtes pas capable de faire cette vitesse que vous faites aujourd'hui. Et moi, je vois souvent mes patientes, elles me disent, mais j'ai suivi vos conseils, Jocelyne, j'ai marché. Alors, combien de temps vous avez marché? 2 heures. Et alors, vous étiez comment à la fin? J'étais épuisée. Ce n'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable parce que vous n'êtes pas en état de marcher 2 heures aujourd'hui. Donc, marchez moins et progressivement, vous allez marcher plus vite, plus longtemps. Angélique nous dit, suite aux soins, je suis en insuffisance cardiaque. J'ai donc ralenti les activités. Eh bien, très bien, mais vous avez ralenti vos activités. Essayez de voir quand vous faites une activité, comment est votre respiration. Et avec votre insuffisance cardiaque, vous serez quand même dans certaines activités capable de parler et incapable de chanter. Alors peut-être que vos activités vous paraîtront trop douces, mais ce n'est pas grave, c'est un réentraînement. Et comme je vous le dis là, vous allez augmenter progressivement. Mais tous doucement, même en insuffisance cardiaque, on peut faire de la réadaptation cardiaque, c'est-à-dire augmenter vos efforts progressivement. L'autre jour, j'ai une patiente qui me dit je ne fais pas d'activité physique, elle est en surpoids important. Et bien, je lui dis vous habitez à quel étage? Premier étage. OK, vous prenez l'ascenseur. Oui, parce que je ne peux pas monter les escaliers. Parce que vous allez faire dès demain, c'est que vous allez vous mettre dans votre escalier et vous allez monter 3 marches et les redescendre. Puis après, vous prenez l'ascenseur pour rentrer chez vous. Et chaque jour, vous faites vos 3 marches. Puis au bout de quelques jours, vous allez faire 4 marches. Puis au bout de quelques jours, vous allez faire 5 marches. Et puis 6 marches. Mais seulement quand vous pourrez les faire sans être essoufflé. C'est-à-dire que peut-être que vous resterez 1 semaine ou 2 à faire que 5 marches. Vous voyez, dans votre escalier. Il est hors de question de faire un étage entier du jour au lendemain. Comme dit Angélique, elle dit « j'ai fait beaucoup et je suis très fatiguée ». Ben oui, mais souvent c'est le défaut des femmes. C'est que c'est rien et c'est tout. Vous savez, le tout ou rien. Eh bien, vous devez être progressive. Bien sûr que vous êtes impatiente. Bien sûr, c'est difficile de se sentir diminuée. Mais au lieu de vous dire « je suis diminuée », dites-vous « je vais récupérer ». Et comme une sportive blessée, quand vous voyez un sportif, un footballeur à la télé, il se blesse, il est impatient lui aussi de reprendre l'activité physique, mais il va reprendre avec tout un tas de gens qui vont l'aider à reprendre progressivement. Eh bien, dites-vous ça, vous êtes une sportive blessée. Et donc, vous allez reprendre progressivement comme une sportive blessée. Et si vous allez trop fort, vous allez irriter vos structures et vous allez avoir encore plus mal. Donc, vous ne vous rendez pas service. Et vous allez voir que vous allez y arriver.
mais simplement, il faut être progressive. Ça, c'est vraiment souvent l'impatience qui vous fait aller trop vite. Alors donc, l'activité endurante, vous vous souvenez, il faut être capable de parler mais pas chanter. Ça vous donne le niveau de l'effort. Puis plus vous allez faire de l'activité physique, plus vous allez récupérer, la fatigue va diminuer et vous pourrez faire une activité de plus en plus tonique. Et vous pouvez prendre pour ça des applications qui vous aident à gérer votre réentraînement. Il y a des applications sur le site, par exemple, de Decathlon, qui vous réapprennent à marcher. Et moi, j'en ai fait une l'autre jour pour réapprendre à courir. Je peux vous assurer que j'ai commencé par faire 30 secondes de marche, 30 secondes de course, 30 secondes. Je ne me suis pas dit je suis vraiment nulle. Je me suis dit il faut vraiment que je récupère. Et moi, j'ai la chance de ne pas être passée par là où vous êtes passé, mais c'est pareil. Vous êtes passé par des moments très, très durs avec la chimio, par exemple. Eh bien, il faut être encore plus progressive. Mais vous allez y arriver, vous allez voir. Petit à petit, vous allez vraiment récupérer. Ensuite, parce qu'en même temps, je relis les questions parfois. Hein. C'est pour ça que parfois, vous m'entendez... vous m'entendez plus parce que je lis la question. Donc, prenez des applications qui vous aident parce que les applications, elles vont vous faire démarrer de zéro. Par exemple, si vous avez envie de recourir, pourquoi pas? Parce que la course à pied, ça brûle beaucoup de calories. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait que tout le monde court. Mais quand on voit des femmes courir, souvent, elles n'ont pas de problème de graisse. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi l'intervalle training. Faire des accélérations, ralentir, accélérer, ralentir. Vous voyez, plutôt que de faire toute votre sortie de marche en allant trop vite, eh bien, faites ces variations. 30 secondes, j'accélère, 30 secondes, je ralentis. 30 secondes, j'accélère, 30 secondes, je ralentis. Ça, c'est vraiment de la réadaptation cardiaque, du réentraînement à l'effort. Et c'est utile pour tout le monde. Ensuite, je vais faire de l'activité physique musclante. Alors là, c'est avec des résistances, avec le poids du corps. Je peux tout à fait me faire des routines, là encore, de pilates, hein, comme on a vu, puis on reverra encore dans les webinaires, des routines de pilates pour avoir des jolis bras. Parce que souvent, les bras, vous n'osez pas les travailler parce que vous avez été opéré. En fait, si on fait progressivement, il n'y a aucun risque à travailler les bras après un curage axillaire, par exemple, mais ça va vous faire du muscle. Donc, il faut aussi que votre kiné, il vous donne des exercices. Il a dû, logiquement, si vous avez été opéré d'un curage ou du sein, il a dû vous donner des exercices avec des élastiques. S'il ne l'a pas fait, il faut qu'il le fasse. Et comme ça, vous allez vous entraîner à faire vos exercices avec des élastiques et vous allez comme ça vous muscler. Et si vous vous musclez, vous pensez métabolisme. Et votre métabolisme, il va augmenter. Et ça va vous faire du bien parce que ça va vous faire des jolis bras. Toujours penser à ça, vous êtes une femme. Quand on est une femme, on a envie d'avoir des jolis bras. Et du coup, tout à l'heure, on parlait un peu de motivation. Eh bien, l'été arrive, je veux avoir des jolis bras. Eh bien, je m'y mets dès maintenant et je vais augmenter mon métabolisme. Et ça, je le fais à la maison avec des élastiques, avec une écharpe et je me muscle. Après, je fais un travail en charge. Je fais travailler mon équilibre. Je fais des squats pour m'asseoir. Ça, on l'a déjà vu aussi. Vous savez, au lieu de vous asseoir en vous laissant tomber, eh bien, vous vous asseyez, vous vous relevez, vous vous asseyez, vous vous relevez. Et ça va vous permettre de vous muscler. Et puis, vous allez porter des charges. Parce qu'on a beau vous dire au début qu'il ne faut pas porter parce que vous venez d'être opéré. Ça, c'est juste en post-opératoire. Mais après, vous allez pouvoir porter des charges. Et vous allez pouvoir faire de la musculation, presque sans vous en apercevoir, chez vous, avec vos objets du quotidien. Vous voyez, des choses que vous pouvez faire. Mais ça, c'est votre kiné qui va vous aider à faire tout ça. Et puis, même sans faire du sport, vous pouvez aller faire de la marche nordique avec des copines. Alors, soit vous allez avoir avec un prof, soit vous regardez des applications ou des vidéos qui vous expliquent la marche nordique. Là, je vous ai mis un bouquin qui vient de sortir, qui est très, très bien fait, que je vous recommande vraiment sur la marche nordique et la santé. C'est un médecin qui l'a écrit et il dit, par exemple, que la marche nordique entraîne une dépense énergétique de 20% supérieure à la marche sans bâton. Eh bien, une fois que vous avez trouvé des copines pour le faire, et comme la prise de poids de la ménopause ou de l'hormonothérapie, ça concerne plein de femmes, parce qu'en vieillissant, nous autres femmes, nous perdons des muscles, hein, je peux me répéter longtemps. Quand je fais de la marche nordique et je pars le faire avec des copines, eh bien, je discute, tout va bien, et je dépense de l'énergie, et je me fais des muscles. Donc, c'est dommage de ne pas le faire. Utilisez vos copines, utilisez votre réseau pour le faire.
Parce que dites-vous bien que tout le monde a du mal à faire de l'activité physique. Mais quand on y va entre copines, on se stimule et puis il y en a toujours une pour dire « Oh, j'ai pas envie d'y aller », puis l'autre lui dit « Si, allez, viens ». Et puis on y va parce qu'on passe un bon moment ensemble. Alors il y a Sylvie qui dit « La course à pied n'a-t-elle pas des effets négatifs sur les articulations ?» Eh bien, ça dépend comment vous courez. Et ça dépend de votre posture pour courir, de vos chaussures. Ben, ça, c'est le rôle du kiné aussi, de vous dire, alors, vous avez envie de recourir, allez-y, parce qu'il n'y a aucune contre-indication. Par contre, il va vous dire, le kiné, comment vous allez refaire pour courir? Comment vous allez reprendre l'entraînement? Avec quelle progression? Parce que vous n'allez pas courir du jour au lendemain. Vous allez reprendre l'entraînement, courir, marcher. Et montrez-moi comment vous courez. Est-ce que vous courez en talonnant? Ça abîme. Est-ce que vous courez autrement sur les pieds, sur la pointe des pieds? Qu'est-ce que vous avez comme chaussures? Ben ça, c'est le boulot du kiné. Et s'il ne s'y connaît pas, il va vous envoyer chez des kinés. Il y a des kinés de la clinique du coureur, par exemple, qui sont formés à éduquer leurs patients à bien courir, parce que c'est extrêmement important. Et quand on a un lymphœdème, Marie-Thérèse, eh bien, là aussi, le kiné doit vous prescrire de l'activité physique avec votre lymphœdème. Parce qu'on sait que le lymphœdème, s'il est bien pris en charge avec l'activité physique, ça ne va pas l'aggraver, mais ça va l'améliorer. Et ce sont les muscles qui aident le pompage pour aider le drainage. Hein. Donc tout ça, c'est le rôle du kiné. Alors, Nathalie me dit, elle veut savoir si les effets indésirables baissent au bout de quelques temps. Il faut que vous voyez avec votre oncologue, comme c'est le cas visiblement, de trouver le traitement qui vous convienne. Et les effets indésirables baissent si vous mettez en place de l'activité physique. Voilà, ça c'est extrêmement important. C'est vraiment l'activité physique qui va vous aider à gérer les effets secondaires et en même temps avec votre kiné qui va vous aider à vous trouver, à vous mettre en bon état et à vous trouver tout ce qui va vous aider à mieux gérer ces effets secondaires. Et donc, toujours l'activité physique assouplissante, eh bien là aussi, c'est votre kiné qui va vous aider à faire des étirements. Cette routine, tout à l'heure, quelqu'un me demandait pour les doigts. Eh bien, si vous avez mal aux doigts, le kiné doit vous donner une routine d'étirement des doigts. Ce que je vous ai dit par rapport à la position 4 pattes, les gestes à la maison. Vous voyez, par exemple, vous lacez vos chaussures. Alors, vous lacez vos chaussures. Alors, bien sûr, on n'a pas toujours des chaussures à lacer, mais on met beaucoup des baskets actuellement parce que c'est à la mode. Eh bien, comment je fais pour lasser ma chaussure? Au lieu de me recroqueviller, eh bien, je monte mon pied sur un meuble. Alors, bon, je protège le meuble pour ne pas le salir, bien évidemment, mais ça, vous allez trouver. Je monte mon pied sur un meuble et puis j'essaye de bien redresser mes lombaires. Et là, j'entretiens ma souplesse de hanche. Plutôt que d'être toute redressée, vous voyez, je me redresse bien au niveau du dos. Il y a des façons de faire qui vous font faire de l'activité physique en bonne position. C'est vraiment le discours du kinésithérapeute qui doit pointer tout ce que vous faites et qui doit vous orienter vers une meilleure façon d'utiliser votre corps. Et ça paraît tout bête, mais on peut, dans la journée, faire sa gym sans y penser. Par exemple, pour se brosser les dents. Je le dis souvent, mais parce que c'est tout simple. Vous vous brossez les dents comment? Vous brossez les dents sur un pied en faisant travailler votre équilibre. Ben là, c'est génial parce que vous ne perdez pas votre temps. Voyez? Et on se brosse les dents le matin, on se brosse les dents le soir. À chaque fois, j'essaye de travailler mon équilibre. J'enfile une chaussette. Eh bien, au lieu de me coucher sur mon lit ou de m'asseoir, je reste en équilibre sur un pied. Et du coup, en étant en équilibre sur un pied, je fais travailler mes muscles. Quand je soulève quelque chose chez moi, au lieu de me casser le dos en deux avec les jambes raides, je plie mes jambes et là, je fais travailler mes muscles. Ça, c'est vraiment une éducation que vous allez pouvoir voir avec votre kiné. Alors, il y a Marie-Thérèse qui me dit quelle activité physique avec un lymphœdème? Tout ce que vous voulez, du moment que vous le faites progressivement, que votre kiné vous entraîne vos muscles à travailler, à répondre à une activité physique. Et ça dépend de ce que vous aimez, de votre condition physique. Et ça, c'est à voir et à adapter personnellement à votre cas. Tout est possible. Il n'y a pas de restriction du moment que c'est bien fait et progressif. Alors, les points clés à retenir pour finir, donc avant que je puisse répondre à vos questions. Donc, retenez toujours que, premièrement, la chimiothérapie fait davantage prendre du poids que l'hormonaux. C'est-à-dire que ça a été démontré. Ils ont démontré qu'il y avait 65% de risque de plus de prendre du poids avec la chimio qui grignote les muscles qu'avec l'hormonaux.
Donc, ça veut dire que quand vous avez chimio d'abord et hormonaux ensuite, votre prise de poids, elle a commencé dès la chimio. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit en point 2, la prise de poids s'installe peu à peu. Donc, méfiez-vous, c'est vraiment la prise de poids qui est insidieuse et qui commence dès que vous perdez du muscle. Et c'est pour ça que là, en point 4, mais je vais d'abord dire le point 3, avec l'âge, les graisses montent, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Avec l'âge, on prend de la graisse dans le haut du corps et pas dans le bas. Du coup, on ne se rend pas forcément compte, on dit qu'on se déforme, mais ça veut dire que le poids, insidieusement, il est en train de s'installer, donc la graisse. Et donc, surveillez, mesdames, votre tour de taille. Parce que, regardez, imaginons que vous avez perdu du poids pendant la chimio, parce que vous n'arriviez plus à manger avec vos problèmes au niveau de la bouche. Vous avez perdu du poids, globalement. Vous reprenez de la graisse après la chimio, pas du muscle. Votre poids remonte. Et vous revenez à votre poids d'avant. Vous dites, bon, bah, je n'ai pas grossi, j'ai repris mon poids d'avant. Oui, mais votre poids était formé de quoi? De graisse ou de muscle? Bah, très certainement de graisse plus que de muscle. Et là, déjà, on est sur une pente dangereuse. Parce que vous avez perdu du muscle et vous avez pris de la graisse à la place. Et votre poids, il est resté quasiment le même. Donc, vous voyez, votre prise de poids, en fait, c'est une prise de graisse. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc, attention à ça. Et c'est en prenant votre tour de taille que vous allez voir que vous avez pris, en fait, du poids. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que le poids, c'est une valeur habituelle que nous, les femmes, on a l'occasion de vérifier. En fait, notre poids ne nous donne pas une notion claire de la composition corporelle et on ne sait pas si on est lourde de graisse ou lourde de muscles. Parce qu'à la limite, lourde de muscles, c'est bien. Donc, plutôt que de vérifier notre poids, ce qui ne veut pas dire grand-chose, vérifions notre tour de taille. Parce que notre tour de taille, il est vraiment dépendant de notre composition corporelle et de notre composition en graisse. Donc, attention à ça. Donc, un point important, il n'y a pas de fatalité à la prise de poids à la ménopause, parce que si on dit que la prise de poids est dépendante du muscle, on prend du muscle et donc, à ce moment-là, on gère la prise de poids. Alors, il y a Nadine qui dit où trouver un kiné après un cancer du sein? Eh bien, il faut s'adresser au réseau des kinés du sein pour trouver un kiné. Et Akima nous demande, y a-t-il un impédance-mètre que vous pourriez recommander pour gérer sa prise de poids muscle-graisse? Il y a les produits Tanita. Les produits Tanita sont des produits qu'on peut trouver dans le commerce et qui sont intéressants. Et sinon, les médecins, quand ils vous font passer parfois une ostéodensitométrie pour voir votre squelette, ils peuvent aussi vous faire passer en même temps, parce que c'est souvent dans les mêmes labos, des examens de la composition corporelle avec des machines très sophistiquées qui donnent une véritable image de votre composition corporelle. Donc ça, c'est important. Si vous pouvez le demander et vous renseigner dans ces labos, c'est vraiment très, très intéressant. Parce que parfois, on est surprise de notre composition corporelle. Ensuite, donc, il n'y a pas de fatalité à la prise de poids à la ménopause, ça vous avez compris. Il est possible de faire du muscle à tout âge. Alors ça, c'est une notion qu'on n'avait pas avant et qu'on a maintenant. Il y a eu des études qui ont montré que même à 75 ans, avec un bon entraînement, eh bien, il y a la possibilité de faire du muscle. Ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite, l'activité physique, ça n'est pas seulement le sport, ça peut être la marche, ça peut être les escaliers chez soi, jouer avec ses enfants, faire du jardinage, soulever des pots de fleurs. Si vous aimez faire du jardinage, eh bien, ça peut être de l'activité physique, mais la façon de vous positionner va faire que vous serez encore plus dans l'activité physique. Alors, vous voyez, ça, c'est encore des choses qu'on pourrait développer dans des webinaires, bien sûr. Ensuite, graisse, douleur, perte de muscle. Ça, il faut absolument briser ce cercle vicieux parce que c'est sûr que tout ce qui est gênant pour vous dans votre corps vous empêche de faire de l'activité physique. Et pourtant, c'est ce qui vous aiderait à briser le cercle vicieux. Et donc, posture, activité physique, routine d'étirement, c'est ça ce qu'il faut faire pour ne plus avoir d'effets secondaires de cette ménopause et de l'hormonothérapie. Et donc, toujours retenir cette image de la 2 chevaux et puis de la Ferrari. Oui, votre métabolisme a ralenti pour différentes raisons.
la chimio, le temps qui passe, l'hormono, etc. Mais vous pouvez accélérer votre métabolisme. Ça, c'est en faisant du muscle, en utilisant votre corps et bien évidemment aussi en ne pas surchargeant avec l'alimentation votre corps, puisque vous savez que votre métabolisme a diminué. Donc, tant qu'il n'a pas récupéré, ce n'est pas la peine d'aller donner de l'essence et encore de l'essence, parce que vous allez stocker. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette présentation. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, je vois une question là de Cathy. Alors, Cynthia, elle dit pas de protéines de soja en hormonothérapie, non. Mais ça, c'est à voir avec les nutritionnistes. C'est sûr que quand on a des cancers hormonodépendants, il vaut mieux ne pas prendre des produits qui sont hormones-like, c'est-à-dire qui ont la même action que les hormones dans notre organisme. Mais ça, c'est encore une fois de l'alimentation. C'est pas trop mon domaine. Donc, je vais répondre à la question de Cathy qui nous dit non, j'ai porté un corset aujourd'hui. Alors, je ne sais pas quelle activité physique faire car la marche m'essouffle rapidement. La marche m'essouffle rapidement, bah, ça veut dire que vous devez marcher plus lentement et moins longtemps pour que la marche ne vous essouffle pas, juste un petit peu. Et vous faire une sorte de programme en progression. Et c'est la marche qui convient le mieux. Aussi, avec ce que vous avez, vous pouvez faire du pilates avec un prof qui vous donne des exercices de gainage pour que vos muscles vous gainent. Et dans votre corset et une ceinture de maintien, alors ça aussi c'est le rôle du kiné de vous dire que dès qu'on vous met une ceinture de maintien, d'abord on vous la met quand vous êtes couché, parce que c'est là où vous pouvez serrer le ventre en soufflant et ajuster la ceinture de maintien. Et dès qu'on a une ceinture, on essaye de s'en sortir. Parce que quand on est debout et qu'on a une ceinture et qu'on s'effondre dedans, eh bien, on ne fait plus travailler les muscles. Donc, il faut vraiment toujours, et ça, c'est le kiné qui vous le dit, je m'étire. Alors, bien sûr, de temps en temps, je me relâche parce que je ne veux pas être tout le temps en étirement. Mais c'est très important de dire, attention, la ceinture, c'est un rappel à l'ordre. Je m'en sors, je m'étire. Et là, vous travaillez vos muscles parce que si on veut que vos muscles se récupèrent, il faut bien qu'ils travaillent. Vous savez, c'est quand on disait on ne met pas une gaine parce que dans la gaine, on s'effondre. Bah oui, la gaine, c'est aussi un rappel à l'ordre. Ça, c'est valable aussi pour toutes les femmes ménopausées. Parce qu'effectivement, c'est le ventre et l'estomac qui prennent vraiment la surcharge. C'est le haut du corps qui va se surcharger. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, merci à vous en tout cas. Merci à vous pour vos questions. Et puis, si ça vous a aidé, j'enverrai la présentation pour que vous puissiez retrouver des points clés. Voilà, merci mesdames d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, il y aura un support, vous nous contactez à contact.paris@maisonrose.fr et puis on vous enverra le support. Il n'y a pas d'autres questions du coup, alors voilà, il n'y a pas d'autres questions. Non, pas d'autres questions. Eh bien, merci à toutes. Bien, merci à vous mesdames. Et je suis sûre que vous allez devenir très vite des belles Ferrari toutes. Voilà. Allez, bonne journée à toutes. Bonne journée mesdames. Au revoir.